Tu sais, pendant longtemps, je pensais que le français c'était juste une langue difficile, avec ses règles, ses exceptions, beaucoup d'exceptions, ok, ses accords, etc., etc. Bref, une langue un peu compliquée, mais comme toutes les autres au final. Et puis, avec le temps, en parlant avec mes étudiants, d'autres apprenants, en lisant leurs messages, en observant un peu leur blocage, je me suis rendu compte d'un truc. Le problème, c'est que apprendre le français ne ressemble pas vraiment à apprendre une autre langue. Attention, je suis pas en train de te dire que le français est unique ou spécial. Pas du tout. Parce que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, eh bien, ça existe aussi dans d'autres langues. Mais le français, il pousse certains phénomènes à un niveau qui rend l'expérience d'apprentissage, un petit peu déroutante, on va dire. Et ça, c'est un truc dont on ne parle pas assez, je pense. Donc salut et bienvenue pour un nouvel épisode de cette série Anatomie de l'apprentissage d'une langue. Comme d'habitude, avant qu'on commence, eh bien si tu comprends tout ce que je dis dans mes vidéos, dans les vidéos que tu peux regarder en français, etc., mais que malheureusement, tu as toujours un peu des problèmes à t'exprimer, à rendre ton français naturel, à comprendre les natifs quand ils parlent entre eux, eh bien écoute, jette un œil à mon site web, c'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants, donc peut-être que ça peut t'intéresser et qu'on pourra faire passer ton français au niveau supérieur ensemble. Et en plus, si tu aimes un petit peu l'ambiance que tu retrouves dans ces vidéos, que tu cherches un cadre un petit peu, ouais, je sais pas, relax, sans pression pour apprendre une langue, eh bien écoute, une nouvelle fois, jette un œil à mon site web. Évidemment, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu n'as pas vu la vidéo d'introduction, je te la mets tout de suite en haut de l'écran. Regarde-la, ça va vraiment t'aider à aborder les vidéos de cette série de la bonne manière, parce qu'ici je partage ma vision, mes ressentis, ce genre de choses, donc tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc jette un œil à la vidéo. Tu peux tout de suite mettre un like si tu apprécies le contenu, si tu aimes ce que tu retrouves sur cette chaîne. Et évidemment, à la fin de la vidéo, eh bien, laisse un petit commentaire et dis-moi un petit peu ce que tu penses de tout ça. Si toi aussi t'es passé par la même chose, ouais, si toi aussi t'es passé par la même chose, partage un petit peu ton ressenti, c'est toujours super intéressant. Bon, on va voir un petit peu pourquoi le français est pas totalement comme une autre langue. Je devrais plutôt dire l'apprentissage du français. Tu vas voir pourquoi. Quand tu apprends le français, au début, tout va bien, évidemment. Tu lis, tu comprends, tu fais des exercices, tu te dis, ok, ça avance, j'accumule les connaissances. Et puis un jour, encore une fois, j'aime beaucoup utiliser cet exemple dans mes vidéos, mais tu entends deux Français parler entre eux, et là, chut, plus rien, silence radio. Le moment-là, il est super violent, en général. Que ce soit en français ou dans n'importe quelle autre langue, hein. D'ailleurs, ça, je peux te le confirmer. Bah ouais, parce que tu te dis, attends, pourtant j'ai appris tout ça, ils sont en train de parler de la météo. Pourquoi je comprends rien, ou presque rien? Ouais, donc comme je t'ai dit, hein, ce phénomène, c'est pas que en français. En anglais, par exemple, je sais pas, un truc très classique, ce serait I am going to eat et I'm gonna eat. C'est une différence. Mais en français, eh ben, c'est beaucoup plus systématique qu'en anglais, par exemple. C'est plus constant et c'est aussi plus extrême. Pourquoi? Bah déjà, le français, il a un débit de parole assez élevé en fait. On parle vite, ça c'est une chose, mais surtout, on enchaîne énormément. Et contrairement à l'anglais par exemple, nous on n'a pas vraiment d'accent
tonique, fort pour découper les mots. Résultat, pour un apprenant, tout devient un seul et même mot bloc. On n'arrive pas facilement à distinguer les mots. À ça, tu vas rajouter un autre phénomène qui est encore super important, la réduction phonétique. C'est-à-dire, on supprime des sons, on contracte, on simplifie. Là, je vais te donner les exemples classiques que je suis sûr que tu connais, mais il y en a des centaines dans la langue française. Je sais pas va devenir je sais pas, il y a devient il y a, etc., etc. J'ai pas besoin de te faire une liste ici, tu as compris l'idée. Et ce qui est intéressant en français, c'est que ça, c'est pas juste du langage familier, ok? C'est la norme à l'oral. Le je sais pas, je l'utilise dans n'importe quel contexte, ou presque. D'accord? Il y a des fois, voilà. Mais c'est une norme. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas une langue à apprendre, mais deux. Une version écrite et une version orale. Ce phénomène-là, je l'ai vraiment ressenti avec l'anglais. Après mes 6 mois d'apprentissage, je suis passé d'un contexte qui était favorable à mon apprentissage, ok. Je vivais avec une famille, avec des enfants, j'utilisais de l'anglais très académique, etc. Et puis après 6 mois, je suis passé à un contexte en fait où il n'y avait plus de place pour l'apprentissage. Je travaillais, donc c'était un contexte professionnel, avec des jeunes adultes qui venaient du monde entier, qui étaient anglophones, qui parlaient anglais, mais certains étaient anglophones de souche. Ok, c'était leur langue, leur première langue, leur langue maternelle. D'autres, pas du tout, etc. Et là, je peux te dire que j'ai vraiment ressenti cet effet du merde. Je dois apprendre une deuxième langue maintenant. Okay. Et d'ailleurs, je vais te mettre la vidéo parce que je parle un petit peu de comment j'ai appris l'anglais. Je l'ai fait il y a quelques mois déjà, donc je te la mets en haut de l'écran si tu veux y jeter un œil et avoir un petit peu tous les détails de cette aventure, on va dire. Ok. Mais la petite différence, c'est que tout ce nouveau vocable, contraction informelle, blablabla, tout ça, ça appartient au registre informel, que tu ne peux pas vraiment utiliser dans tous les contextes. Alors qu'en français, comme on vient de le dire, c'est la norme à l'oral. Donc c'est pas juste une question de mon français est comment je peux dire mon français est très juste, très académique, etc. Non, quand tu parles en français à l'oral, c'est pas ça que tu dois utiliser. Que tu sois un poète, un écrivain, un acteur, quoi que ce soit. Ok, on va tous faire nos courses, on va tous manger au restaurant, on rencontre tous des gens dans la rue, ce genre de choses. À ce moment-là, c'est le français oral que tu as besoin. Le français parlé, j'aurais dû dire, pardon. Et donc, le gros problème, c'est que, en fait, il n'y a personne qui te prépare vraiment à ce décalage. Personne, sauf moi, parce que c'est quelque chose dont j'aime beaucoup parler et la plupart de mes étudiants, ils réalisent ça assez vite en fait. Okay, et beaucoup viennent me voir justement pour ce problème. Le décalage entre le français qu'ils ont appris et le français qu'on utilise, qu'on entend tous les jours. Ça, c'était déjà un premier point. Il y a un deuxième point qui rend l'apprentissage de la langue française un petit peu spécial, d'accord? C'est la pression du bon français. Ça, c'est un truc super français, vraiment. L'obsession du bon langage. En France, on adore corriger les fautes, les accords, les conjugaisons. Parler correctement, c'est important. Ok. Et ça a un impact énorme sur les apprenants. Sur toi qui regarde cette vidéo, certainement. Parce qu'en fait, tout le monde va commencer à penser « je dois être parfait avant de parler ». Je sais qu'en plus, les Français, ils sont très attachés à leur langue.
Donc là, tu commences à accumuler de la pression pour rien presque. Pour rien, on en parle juste après. Et ça, le résultat, c'est quoi? Ça crée un énorme blocage. Tu réfléchis trop, tu hésites, et à la fin, tu n'oses pas parler. Quel dommage quand on apprend une langue vivante. La plupart du temps, c'est quand même pour pouvoir l'utiliser et la parler. Alors oui, encore une fois, cette pression, elle n'est pas unique au français, d'accord? Elle existe dans plein d'autres langues. Ici, je vais prendre l'exemple du Japon, par exemple, où elle est encore plus forte qu'en France. Parce que les niveaux de politesse sont extrêmement codifiés au Japon. Tu peux littéralement dire une phrase tout à fait correcte, mais qui va être socialement très mal interprétée. D'ailleurs, je ne connais pas toutes les langues du monde, ok, évidemment. Si toi, tu as des idées, tu sais qu'une langue, elle est encore elle a un peu les mêmes problèmes ou quoi que ce soit, n'hésite pas à partager ça en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse. J'ai envie d'en apprendre un petit peu plus là-dessus, moi personnellement. Mais en français, donc, pour en revenir à nos moutons, en français, cette pression, elle existe sous une autre forme. C'est la peur de faire des fautes. Et moi, je trouve ça super ironique. Vraiment. C'est que on a donc cette idée du bon français, du français correct. Mais les natifs eux-mêmes, ils parlent un français très, très imparfait. Vraiment. On raccourcit, on simplifie, on mange, on avale des mots. Vraiment tout ça. Et le problème, c'est que toi, tu essaies de parler parfaitement, pendant que les natifs, ils parlent naturellement et incorrectement. Donc là, tu es vraiment coincé entre deux mondes, j'ai envie de dire. Okay, et ça a un nom en plus. Ça s'appelle l'anxiété linguistique. C'est une vraie chose, ça existe. Ok. Et donc, c'est quoi le... Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, beaucoup d'apprenants ont peur de parler, pas du tout parce qu'ils n'ont aucune connaissance, parce qu'ils ne savent pas, mais juste parce qu'ils ont peur de mal faire. Ici, il y a vraiment deux équipes. Il y a ceux qui défendent à tout prix le français académique avec toutes les règles de grammaire, le moins d'anglicisme possible, le vocabulaire très sophistiqué, des constructions élaborées, etc. Et il y a ceux qui défendent un petit peu plus l'idée que une langue, ça bouge, ça vit, ça s'adapte et ça évolue avec le temps. Ça, c'est plutôt moi. Et attention, j'ai rien contre l'Académie française, les règles d'écriture, de langue, etc. Mais je pense vraiment que ce français-là, ok, il appartient à une classe ou une catégorie de personnes bien particulière ou à un contexte bien particulier. Oui, c'est super beau, des phrases sophistiquées, avec du vocabulaire super pointu, mais maintenant, essaye de parler comme un poète dans un bar en France pour essayer de rencontrer de nouvelles personnes et dis-moi si ça marche. Honnêtement. Parce que je peux te garantir que personne dans ce contexte-là ne va comprendre pourquoi tu es si formel. Pourquoi tu utilises du vocabulaire si élaboré. Par contre, si tu fais partie d'un club de poésie, si tu fais du théâtre, si tu parles uniquement de littérature avec tes amis francophones, à ce moment-là, utiliser ce genre de vocabulaire, de structure qui est un peu plus élégant, un peu plus académique, etc., ça peut certainement être beaucoup plus adapté. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que tu dois vraiment savoir pourquoi tu apprends le français. Et même si tu es quelqu'un, tu travailles peut-être dans des, dans des secteurs d'activité très artistiques, très littéraires, ce genre de choses. Tu adores peut-être même les tournures de phrases très élaborées, ce genre de choses. Tu vas quand même devoir prendre le métro. Tu vas quand même devoir
arriver à l'aéroport en France et parler avec du personnel français, des travailleurs français. Tu vas quand même devoir aller faire tes courses au supermarché, aller boire en terrasse, aller boire un verre en terrasse. Désolé, ce genre de choses. Donc, rends-toi la vie facile et utilise des anglicismes. On le fait tous en France, ok? Des phrases simples, mais courantes, que, encore une fois, on utilise tous en France. Des expressions que les Français utilisent, et pas les expressions de Victor Hugo, ok? Donc ouais, voilà, c'est vraiment ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Il n'y a pas de... Personne n'a raison dans cette histoire. Moi, là, je te parle d'une langue étrangère que tu apprends pour certainement connecter avec les gens, parler avec les gens, etc. Et en général, si tu veux atteindre ce niveau de sophistication dans une langue étrangère, tu dois passer par les bases, les phrases très simples, grammaticalement correctes. Une phase où là, tu rends tout ça beaucoup plus naturel. Et là, crois-moi, il y a du travail, surtout en français. Et ensuite, quand tu es à l'aise, tu peux te plonger dans la littérature, dans des mots que tu n'utiliseras jamais à l'oral, de toute façon, mais qui sont cool et sympas à connaître. Voilà un petit peu, okay, c'était ma vision là-dessus. Il y a un troisième point qui rend un petit peu l'apprentissage de la langue française un petit peu spécial. C'est le mythe du français, l'image du français. Le français, on le voit comme l'élégance, la culture, la gastronomie, le romantisme. Et ça, c'est pas un hasard. Pendant longtemps, le français, c'était la langue de la diplomatie en Europe. Donc, parler, c'était un signe de prestige. Et cette image, eh bien, elle est restée. Alors oui, d'autres langues ont aussi une image forte. Tu vois, je répète quand même, parce que je veux vraiment pas que tu penses que je mets le français sur un piédestal ou que je vois le français comme une langue unique. Ici, on met en avant les points exagérés de la langue française. Le japonais, encore une fois, c'est associé à la discipline, au respect, à la culture traditionnelle. L'italien, c'est l'art, la musique, la cuisine. Mais le français, eh bien, il garde cette image très idéalisée. Et ça crée, encore une fois, un problème. Parce que les apprenants, ils arrivent avec des attentes super élevées. Ils imaginent parler parfaitement, avoir un accent magnifique, faire des phrases élégantes, tout ce dont on vient de parler juste avant en fait. Mais en réalité, donc tu arrives avec toutes ces attentes, d'accord, tu es très motivé, et là tu reçois un message de ton ami français qui te dit vas-y, on se capte ce soir, on se fait une pizza et après on va au resto. Il n'y a rien de élaboré, sophistiqué dans cette phrase. Ok. Et ça, c'est un décalage qui, encore une fois, est assez brutal pour les apprenants. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez représenté dans la langue française. Le quatrième point, c'est les nuances. Le français, c'est une langue qui est pleine de nuances. En français, il y a très rarement une seule manière de dire les choses. Par exemple, tu vas avoir « tu peux faire ça ?»« tu pourrais faire ça ?»« tu veux bien faire ça ?» Tout est correct. Il n'y a aucune faute dans ces phrases. Mais ça ne veut pas exactement dire la même chose. Le ton change, la politesse change, l'intention change. Alors oui, encore une fois, ça existe dans d'autres langues. En anglais, tu vas avoir can you, could you, would you mind, etc., etc. D'accord? Mais en français, ces nuances, elles sont omniprésentes dans la langue. Et surtout, elles sont très, très liées au contexte social. Le registre de langue, il est central en français. Soutenu, standard, familier. Et tu dois constamment jouer entre ces trois registres de langue. C'est pas juste parler correctement,
c'est parler de la bonne manière au bon moment. Et ça, c'est hyper chaud. Ok. Imagine, voilà, pour chaque phrase, là, je vais imaginer. Là, c'est pas très réaliste ce que je vais dire. Mais imagine que pour dire, je sais pas, j'ai faim, eh ben, tu dois apprendre, et au lieu d'apprendre une seule phrase, tu aies besoin d'en apprendre trois. Une version familière, une version standard et une version bien soutenue. Imagine. Eh ben ouais, c'est ça que tu fais quand tu apprends le français. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment super important qu'il y ait un moment au minimum, même si t'es pas quelqu'un qui aime parler en français, même si c'est pas un de tes objectifs, etc. Il y a un moment dans ton apprentissage où tu vas devoir dédier du temps à justement la conversation, parler. Parce que c'est là où tu vas vraiment te rendre compte de ah ok, là je dois utiliser cette formule, ce genre de choses. Super important pour vraiment apprécier la langue française le plus possible et le plus correctement, le plus justement possible. On a un cinquième point. Eh oui, et celui-là je l'aime bien par contre. Ok, c'est un peu ma... Ouais, celui-là je l'aime bien. Le français, c'est une langue qui se vit. Parce que au final, tout ça, ça nous mène à une conclusion assez claire. Le français, c'est pas une langue que tu peux apprendre uniquement avec des règles. Pas du tout. Tu peux connaître la grammaire, le vocabulaire, les conjugaisons et quand même galérer dans une conversation pourtant super simple. D'accord? Parce que le français, c'est une langue sociale, vivante et contextuelle. Vraiment, garde ça en tête. Très important. Tu dois l'entendre, tu dois l'observer, tu dois pratiquer avec des gens. C'est... Si t'es A1, t'occupe pas de ça et apprends du vocab et les premières conjugaisons. Ok, t'as bien compris. Par contre, il y a un moment, c'est une langue à laquelle tu dois vraiment t'habituer pour la comprendre. Ok, il n'y a aucune règle de grammaire qui va t'aider à ça. Le seul moyen de le faire, c'est l'immersion, le contact avec la langue et surtout, essayer faire des erreurs. C'est là où vraiment tu vas ajuster toutes tes connaissances. Et après, ça va te permettre de les utiliser au bon moment, au bon endroit, dans le bon contexte, avec les bonnes personnes. Ça fait toute la différence. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'apprenants, ils ont l'impression de stagner. Parce que c'est plus une question de connaissance à un certain moment. C'est une question d'habitude, d'appropriation de la langue. En conclusion, non, le français n'est pas une langue complètement différente. On est bien d'accord. Mais il crée une expérience d'apprentissage qui peut être, à sa manière, un petit peu unique. Parce qu'on va amplifier le décalage entre l'écrit et l'oral, la pression du bien parler, qui ne devrait pas en être une, je répète, les attentes culturelles, les nuances et l'importance du contexte. Et si tu trouves ça difficile, honnêtement, c'est normal, t'inquiète pas, ok, tout le monde passe par là, pas que en français en plus, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment pas un problème de capacité que tu as, c'est juste que tu es en train d'apprendre une langue qui ne fonctionne pas vraiment comme toi tu l'imaginais. Et donc là, voilà, il faut remettre un petit peu tout ça en place, réorganiser un petit peu ses idées, sa manière d'apprendre, comment on se met en contact avec la langue. Mais à partir du moment où tu comprends ça, ça change tout. Tu arrêtes de chercher la perfection, tu commences à écouter différemment, tu acceptes de ne pas tout comprendre. Et c'est là, miracle, que tu vas commencer à vraiment progresser. Mais ça, tu le sais déjà, j'arrête pas de le répéter dans toutes mes vidéos. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a pu t'aider un petit peu, d'accord, à peut-être te relaxer un petit peu avec la langue française. Ça plaît pas forcément aux gens qui aiment les choses très structurées, qui aiment avoir des plans
bien détaillé, bien programmé, planifié. Par contre, le côté super cool de tout ça, c'est que quand tu arrives à ce moment-là, c'est vraiment le moment où tu, tu joues avec la langue, tu dois regarder des vidéos, tu dois essayer de parler, tu dois rencontrer des gens. C'est là où la langue, elle devient vivante vraiment pour toi. Donc j'espère que ça t'a aidé un petit peu, motivé au minimum. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!